On va à présent écouter Nelly, justement, donc, nous parler de cet univers d'investissement des small et mid cap, donc une nette surperformance depuis le début de l'année. Nelly, à toi la parole. Merci Imen de me laisser la parole et je suis très heureuse de vous parler de ce segment ce soir. Un segment qui est fondamentalement très attractif et qui a montré sur très longue période sa capacité à surperformer les sociétés de taille plus importante, mais qui, c'est vrai, depuis 3 ans environ, est un segment qui est complètement délaissé par le marché et qui est en souffrance en termes de performance relative. Et c'est ce que montre ce graphe-là. L'histoire nous dit que les small et mid cap ont toujours traité en bourse avec une prime par rapport au marché et une prime par rapport au large cap. Et cette prime a complètement disparu. Elle s'est même transformée par une décote en 2022 et une décote qui a atteint des niveaux absolument historiques qu'on n'avait jamais connus avant, à moins 12%. Et donc, on avait l'espoir déjà l'année dernière que ce segment-là se redresserait, puisque la valorisation avait atteint des planchers qui étaient vraiment trop bas, mais ça manquait un petit peu de catalyseur. Donc, on a eu beaucoup de faux départs sur ce segment des small caps. Mais on pense que cette année, l'année 2025, n'est pas un faux départ. Et comme on le voit sur la toute fin de ce graphe, on a un début de redressement sur ce segment-là et la décote de valorisation est déjà passée de -12 à -5 en 6 mois. Et c'est un des secteurs de la cote, en Europe en tout cas, qui fonctionne le mieux aujourd'hui, puisqu'à l'heure où je vous parle, les mid-caps sont en hausse de 20% depuis le début de l'année, les small un petit peu moins, mais surperforment très largement les large caps. Sur le slide suivant, qui est un peu caricatural, c'est vrai, mais on voulait grossir le trait, et Pierre l'a très bien évoqué, on a également un différentiel de performance qui est très significatif par rapport au marché américain. Le marché américain qui était jusqu'à l'annonce des tarifs douaniers un marché refuge, un marché que les investisseurs plébiscitaient pour la force de l'économie, pour la force de certains segments qui semblaient être indétrônables, comme les valeurs de technologie. Et donc l'Europe était complètement délaissée et ça fait plusieurs années que ça dure. Mais il s'est quand même passé un certain nombre d'événements en Europe qui nous font dire que les États-Unis sont beaucoup moins safe qu'ils ne l'étaient dans le passé et qu'on va peut-être retrouver une forme d'attractivité en Europe après 15 ans de souffrance, on peut le dire, même si on a eu des marchés qui ont monté et qui ont baissé. Mais l'Europe pourrait retrouver de l'attractivité à l'aune d'un certain nombre d'événements qui se sont passés cette année. Et l'événement, il y a eu 2 événements marquants sur le slide suivant. Le premier, c'est évidemment, la guerre commerciale qui a déclenché, Donald Trump et qui, pour le moment, ne fournit pas encore ses effets dévastateurs dans le monde. On ne sait pas d'ailleurs l'ampleur que pourraient avoir ces effets, mais en tout cas, ça a semé le doute et donc une politique un petit peu de repli sur soi et de volonté de la part de chaque grande, région, géographique d'assurer une forme de souveraineté, d'être beaucoup moins dépendant du commerce extérieur et des autres pour, son propre devenir. Donc ça, c'est le 1er catalyseur, pour un retour sur l'Europe et le 2e catalyseur qui est vraiment, le plus important, c'est, l'annonce de ce plan de relance allemand, qui est, dans son, montant, dans son ampleur, extrêmement significatif puisqu'on parle de 2 programmes distincts, un programme pour la défense de 500 milliards et un programme pour les infrastructures de 500 milliards également qui doivent s'étaler sur 5 ans. Pourquoi je vous parle de l'Europe depuis tout à l'heure? Parce que, les small caps, leur caractéristique première, c'est qu'elles sont, beaucoup plus domestiques que les grandes valeurs. C'est ce que vous montre le graphe de droite. On a une exposition domestique des small caps, de l'ordre de 60 en moyenne, alors que sur les plus grandes entreprises, on est plutôt à 65 à l'international et le reste en domestique. Donc si les États-Unis sont moins attractifs, si l'Europe devient attractive, pour la première fois depuis très longtemps et si on veut jouer cette thématique domestique et d'attractivité de plus en plus importante de l'Europe et de la zone euro en particulier, où l'Allemagne est évidemment le pays, le plus important, il faut absolument jouer cette classe d'actifs parce que c'est elle qui nous permet d'être exposés à plein sur cette thématique-là.
On a un autre élément qui pourrait nous aider sur cette classe d'actifs, c'est ce qu'on appelle les PMI. Les PMI, c'est un indice de production industrielle en Europe. Et on observe que dans le passé, il y a une corrélation qui est extrêmement forte entre la surperformance des small cap par rapport aux large cap et cet indice manufacturier. Pourquoi? Tout simplement parce que de par leur structure, les small cap ont un biais important sur les segments industriels. Quand on regarde les différents indices, que ce soit sur les petites valeurs ou les moyennes valeurs, on a le segment industrie qui représente grosso modo un tiers de ces indices-là. Et donc, quand l'industrie va bien, les small caps vont bien, et quand l'industrie va mal, les small caps vont mal. Je schématise, mais on a quand même un ordre de grandeur qui est celui-là. Et donc, quand on regarde l'histoire nous montre que la corrélation est vraiment très, très forte. Et c'est vrai que cet indice manufacturier en Europe, bon, il a été très déprécié depuis Covid, en fait. Et on voit qu'on est en train de remonter légèrement la pente. Et sur 2025, on a un indice qui commence à être franchement haussier. Et comme par hasard, on a les small caps qui surperforment par rapport aux large caps. Donc pour résumer un petit peu, de manière, très synthétique, pourquoi, on pense que l'année 2025, c'est vraiment une année, importante pour cette, classe d'actifs que sont les petites entreprises. C'est que d'une part, dans la zone euro est beaucoup moins affectée, que d'autres zones géographiques par les tarifs douaniers de monsieur Trump. D'autre part, les petites entreprises offrent une exposition domestique, qui est totalement inégalée. Et enfin, cette surperformance est réelle aujourd'hui et elle est très significative puisque c'est ce que montre ce graphe-là. On a eu une première jambe de surperformance à l'annonce, des tarifs douaniers de la part de monsieur Trump, en mars, et puis on a une de surperformance qui s'inscrit vraiment dans la durée, hein, parce qu'on n'est pas sur un pic, elle se prolonge, qui a eu lieu, juste après l'annonce du plan de relance allemand. Et on voulait remettre un petit peu cette perspective de moindre performance des petites valeurs sur la période récente des 2-3 dernières années par rapport à un historique de beaucoup plus long terme, puisque là, on est remonté, jusqu'en 2002, et on voit que l'écart de performance entre les petites valeurs et les grandes valeurs est sans précédent, hein. On est, à presque 800 contre 300. Donc il n'y a pas de doute, hein, sur les qualités intrinsèques des petites valeurs. C'est juste que ces 3 dernières années, elles ont particulièrement souffert. Alors, si vous voulez vous exposer à cette thématique, qui nous paraît particulièrement attractive aujourd'hui, on a le fonds qui vous convient. Heu, c'est, un fonds que je gère comme par hasard, évidemment, et qui s'appelle Echiquier Smith Blaine Euro ISR. C'est un fonds qui présente les caractéristiques suivantes. Il est investi sur la zone euro, à plein de cette relance budgétaire que nous offre l'Allemagne aujourd'hui. C'est un fonds qui investit sur des petites valeurs. Donc, chez nous, les petites valeurs, c'est des sociétés qui ont entre 1 et 5 milliards de capitalisation boursière. C'est un fonds qui est agnostique en termes de style, donc on peut balayer tout le spectre de la cote. On peut acheter des valeurs de croissance, des valeurs des cotés, des valeurs à haut rendement. On est vraiment, on peut investir sur toutes les thématiques, sur tous les secteurs. Donc ça, c'est assez appréciable puisque ça nous permet de naviguer en fonction des thèmes qu'on choisit ou des styles d'investissement qu'on choisit. Ça nous permet de naviguer sur les tendances de marché et de pouvoir capturer les thèmes du moment. C'est un portefeuille qui est relativement concentré, on est autour de 50-60 valeurs et on a une attention qui est très particulière à la valorisation. Les performances absolues figurent juste en bas de ce slide. On voit que sur 5 ans, c'est un fonds qui vous offre, qui a offert une performance supérieure à 40%, avec des caractéristiques de valorisation qui sont assez attractives puisqu'on est sur un niveau de PER de 15 fois, un rendement de 3,85 du portefeuille et un actif aujourd'hui qui tangente les 750 millions à l'heure où je vous parle. Alors, de quoi est composé ce portefeuille? C'est un portefeuille qui est très diversifié, à la fois sur les secteurs d'industrie, mais également sur les pays, mais qui présente aujourd'hui un biais principal, qui est le seul sur lequel j'ai envie de porter votre attention.
C'est l'Allemagne, voilà. Pierre en a parlé, il se passe vraiment quelque chose de très important. On est, pour nous sur une nouvelle donne et une nouvelle donne qui va, probablement se diffuser à l'ensemble de l'Europe, mais l'Allemagne en particulier, qui ces 10 dernières années a énormément souffert, hein, d'un point de vue économique, on peut parler de récession, hein. L'Allemagne est peut-être, en train, de sortir de cette phase, très compliquée grâce à ce méga plan qui va affecter un certain nombre de sous-secteurs, et notamment, la défense, les infrastructures, les softwares, la sécurité, les data centers et cetera. Et nous, pour jouer cette thématique-là, on a décidé de mettre, beaucoup de nos investissements sur le marché allemand, qui représente aujourd'hui un peu plus de 30 du portefeuille, un petit tiers. Voilà pour, la cartographie du portefeuille et puis on a voulu aussi vous présenter, 2 fortes convictions, de la gestion small cap, sur, la zone euro. Une qui correspond bien à cette thématique de plan de relance, puisqu'il s'agit d'une société allemande qui s'appelle Bilfinger et pour ceux qui connaissent peut-être un peu et qui s'intéressent un petit peu, à la bourse, on a, un équivalent français qui s'appelle SPIE, qui est une société qui appartient exactement au même secteur. Ça s'appelle, les services multitechniques. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais c'est des sociétés, qui, outsourcent à, des gens comme, SPIE ou Bilfinger divers, services, liés à l'entretien, de leurs bureaux, de leurs usines. Bilfinger est aussi, une société qui est impliquée dans des projets d'infrastructure, donc qui aide les sociétés, à monter, des projets, heu, à la fois, construction d'usines ou déconstruction d'ailleurs, hein, puisque, en Europe, on a plutôt eu, des démantèlements de construction d'usines, mais Bilfinger agit dans les 2 cas. Mais surtout, sa caractéristique, c'est qu'elle s'adresse à des industries, très critiques, hein, la chimie, la pétrochimie, le pétrole. Et donc, il y a un boulevard de croissance pour ces sociétés-là, parce que les sociétés industrielles font de plus en plus appel à ce genre de prestations. Elles ne le font pas elles-mêmes, c'est beaucoup trop coûteux. Elles le font faire par des sociétés externes et Bilfinger réalise environ 35 de son chiffre d'affaires en Allemagne, donc est exposé sur la croissance de cette activité et la croissance encore plus forte à venir du fait de son exposition, allemande. Et puis on a une autre société qu'on aime bien et qui fait partie d'une thématique qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qui est, la défense. Comme vous le savez, l'Europe a complètement négligé sa défense, a sous-investi, ça fait 15 ans que ça dure et en fait, on s'est rendu compte avec la guerre, aux portes de l'Europe, hein, en Ukraine, qu'il y avait un problème et monsieur Trump est venu nous le rappeler aussi, nous n'avons pas suffisamment investi dans la défense. Et donc, on va rattraper. Les pays européens se sont engagés à dépenser beaucoup plus, à investir beaucoup plus dans le secteur de la défense. Et on a vu cette année, d'ailleurs, toutes les sociétés du secteur qui ont eu des performances absolument exceptionnelles. On en a profité à travers ce fonds-là, à travers divers investissements, mais celui, sur lequel j'aurais, envie, d'insister aujourd'hui, c'est une société, qui n'est pas 100 défense, qui est un petit peu hybride aujourd'hui, 50 de son ébit de ses résultats opérationnels proviennent d'une activité de IT services, de services informatiques classiques, hein. C'est un peu comme le Capgemini français, mais en Espagne. Et puis 50 de son résultat opérationnel vient d'une activité défense. Et c'est un virage que la société a pris, il y a, 2-3 ans, de vouloir progressivement être, davantage exposée sur le secteur de la défense. Donc, c'est un cheminement qui est assez progressif. Elle va y arriver par de la croissance interne, mais aussi, par des acquisitions. Mais l'avantage quand on investit dans Indra, c'est qu'on a une exposition qui va être, aux alentours de 80 défense, dans 3 ans avec une valorisation qui n'a absolument rien à voir avec les acteurs de la défense, qui est plutôt proche des acteurs des services informatiques que de la défense. Donc on pense qu'au-delà de cette thématique hyper attractive qui va être une croissance très forte de l'activité, des marges qui vont, s'améliorer parce que, c'est beaucoup plus rentable la défense que les services informatiques, on va avoir en bourse une revalorisation progressive qui a déjà commencé, hein, puisque le titre est en hausse de 110 depuis le début de l'année, mais on pense que ça n'est que le début de ce re-rating. Pour conclure, oui, je pense que vous avez compris on est vraiment, assez convaincus de cette thématique, Europe.
encore plus zone euro grâce à l'Allemagne. Et puis, des sous-thématiques qu'on peut jouer, qui sont la défense, la souveraineté nationale évidemment, hein, puisque les sociétés, civiles, hein, et les pays vont investir de plus en plus dans le réseau électrique, dans la cybersécurité, dans les data centers, dans leur défense nationale, et essayer d'être, beaucoup moins dépendants, de l'extérieur, leur croissance et leur avenir en fait, hein. Alors, vous voyez là la fiche valeur justement du fonds. Donc, bien entendu, c'est un fonds qui est disponible sur easybourse.com. C'est un fonds qui est disponible dans ses deux parts, la part C, donc capitalisation, et la part D, également distribution. C'est un fonds, donc en l'occurrence, on le voit, qui est noté 3 étoiles, qui a 5 globes Morningstar et le label ISR, a priori, et qui a une note de risque justement de 4 sur 7. Donc, il fait partie de la sélection Easy Bourse. Et vous voyez éventuellement ici, justement, donc le top 10 du fonds, en l'occurrence, que l'on pourra éventuellement commenter avec Nelly. On voit également un certain nombre justement d'autres caractéristiques phares du fonds, à savoir donc son allocation par actif, son allocation par zone géographique et par secteur d'activité, puis son historique de performance et d'autres éléments autour de cette dimension durable. Donc, dimension durable qui est très prononcée, justement, Nelly. Donc, est-ce que tu veux nous en parler éventuellement? Oui, d'ailleurs, je vois qu'il y a une question de Bertrand, hein, sur, que signifie la méthodologie GRET? GRET, c'est une appellation et c'est le nom de notre, méthodologie qui est propre, au groupe, le groupe La Banque Postale et qui est diffusée à toutes les filiales. C'est une méthodologie qui a été développée en interne et qui, consiste à scorer, mettre une notation de 1 à 10 sur l'intégralité, des sociétés, de nos univers respectifs. C'est un outil qui permet de scorer, plus de 20 000 sociétés dans le monde, et 4 000 je crois ou 5 000 en Europe, sous différents piliers. Un pilier environnement, un pilier, gestion des ressources humaines aussi et puis, gouvernance bien sûr et puis, une petite spécificité, propre au groupe, qui est le T de territoire. Heu, on essaye de récompenser par cette notation des sociétés qui font profiter l'écosystème, national ou territorial, et c'est-à-dire que, une société qui va privilégier de la sous-traitance, une société française qui va privilégier de la sous-traitance ou des fournisseurs français par rapport à des fournisseurs chinois, va être mieux notée dans cet système de notation. Et alors, comment on intègre cette notation dans notre gestion? Tout simplement, en éliminant de l'univers des possibles, de nos choix d'investissement possibles, 25 des sociétés qui sont les plus mal notées de cet univers. Donc on a toutes les sociétés qui sont notées de 1 à 10 et on enlève les 25 les plus mauvaises de cet univers et puis on va piocher dans ce portefeuille de 50 valeurs, des sociétés, qui sont et bien notées et qui correspondent surtout, à, nos convictions du moment, bien sûr, hein. Alors, par rapport à tes convictions du moment, donc là, on voit ici les 10 principales positions donc, du portefeuille d'investissement. Est-ce que, donc, on voit Indra, pour le coup, on voit Bilfinger également, donc les deux sociétés dont tu as parlé et qui constituent des convictions. Est-ce que tu veux commenter éventuellement le reste, pas forcément valeur par valeur, mais en tout cas le reste justement des 10 principales positions? Oui, alors on pense aussi que le secteur, de la finance, les financières, les banques et les assureurs en particulier, sont un secteur qui sont très attractifs en ce moment et notamment, en Italie et vous voyez que dans le top 10, vous avez une banque italienne qui s'appelle BPER Banca. Hem, les banques, c'est un secteur qui s'est considérablement transformé ces 15 dernières années. Il y a 15 ans, personne n'en voulait et pour cause, hein, des business models ultra volatiles, un coût du risque, un risque mal maîtrisé, du coup un coût du risque très élevé, de la volatilité dans les résultats, des banques d'investissement, qui n'étaient pas contrôlées, aussi, finement, qu'aujourd'hui et finalement des returns, des rendements, sur capitaux, qui étaient, assez volatiles.
Et pendant toutes ces années, et surtout après la crise financière qu'on a connue post-Lehman Brothers, on a la réglementation qui s'est mise en place et qui a complètement transformé ce secteur qu'on pourrait quasiment comparer aujourd'hui à des quasi-utilities, hein, donc des modèles qui offrent des rendements hyper attractifs, beaucoup moins volatiles. Et puis dans le secteur, dans le segment des petites valeurs qui nous intéressent, on a surtout des banques de retail. On a beaucoup moins, des banques d'investissement. Donc on a, de l'asset management et du retail à des niveaux de valorisation qui sont, super attractifs et des dividendes qui sont très élevés. Et en plus de cette thématique de restauration de la rentabilité du secteur, qui a mis du temps, hein, à être reconnu par le marché parce que même si boursièrement, ce sont des secteurs qui ont très bien fait, hein, c'est le meilleur secteur, Pierre l'a dit, hein, depuis le début de l'année, sur les marchés. Ça reste encore, pas très cher. Mais en plus de ça, on a maintenant la consolidation qui arrive et notamment en Italie, hein. Il y a beaucoup trop de banques en Italie. La consolidation n'a pas encore eu lieu. Elle est en train, c'est totalement en cours. Et qui dit consolidation dans une même zone géographique, dit qu'on a effectivement, les rendements qui s'améliorent, tout de suite parce que c'est très facile, hein. On ferme quelques branches et puis, on a de toute façon couvert le territoire et la rentabilité est améliorée du jour au lendemain. Donc on a, un secteur qui nous paraît très attractif et BPR Banca a tout à fait sa place, dans le portefeuille. Je vois aussi qu'on a, Merlin Properties. Merlin Properties, c'est une société, de real estate, c'est de l'immobilier, mais qui a, un profil un peu différent de l'immobilier traditionnel parce qu'elle est très diversifiée. C'est une société espagnole, qui est active dans l'immobilier, de bureau, dans l'immobilier commercial également, mais surtout, et ce qui nous intéresse ici, qui est sa dernière, jambe de croissance et de développement, qui a investi les data centers. Et les data centers, je vous parlais de souveraineté, nationale tout à l'heure, on est vraiment au cœur de cette thématique-là, et cet investissement, nous paraît, hyper important. Aujourd'hui, il ne se voit pas trop dans les résultats de cette société-là. C'est à peine 10 de ses résultats, mais la société, poursuit ses investissements dans ce domaine et aujourd'hui a atteint, la taille critique et demain sera encore, plus visible et donc ça nous paraît un moyen, un peu détourné mais très attractif de jouer cette thématique des data centers en Europe. D'accord. Peut-être une question, Nelly. Donc tu as beaucoup évoqué les opportunités, mais pour boucler la boucle éventuellement, est-ce que tu peux nous dire, quels sont, les principaux risques que tu entrevois? Hormis bien entendu les risques spécifiques et intrinsèques justement donc, aux sociétés elles-mêmes, mais, dans leur environnement, quels principaux risques aujourd'hui tu monitores? On peut penser que les tarifs douaniers en fait, ne constituent pas tellement un risque puisque justement elles sont domestiques, ces entreprises-là, mais quels aléas tu entrevois aujourd'hui dans leur environnement, du coup? Alors le principal, aléa que j'entrevois, c'est une déception sur la croissance en zone euro. C'est un segment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est quand même très sensible à l'activité manufacturière. Donc si jamais ce petit rebond qu'on a vu dans les PMI, ne se confirme pas dans les trimestres à venir et qu'on repart dans l'autre sens heu, pour des raisons qui peuvent paraître tout à fait légitimes, hein. Imaginons que les tarifs douaniers, finalement, aient, des impacts sur l'économie réelle, très significatifs. Aujourd'hui, on ne peut pas en mesurer complètement, les conséquences puisqu'ils ont été annoncés en mars et ils seront mis, en application, début août. Mais ça crée quand même un climat un peu d'attentisme, hein, de la part des entreprises qui attendent de voir à quelle, sauce elles vont être, mangées avant de, décider de grands plans d'investissement ou comment elles vont, orienter leur stratégie dans le futur. Donc ça peut créer une distorsion et on peut repartir dans l'autre sens en termes de croissance économique. Donc là, tout le monde souffrirait, ça c'est sûr, pas que les petites valeurs, mais les petites valeurs encore plus parce que, elles sont, moins diversifiées, plus domestiques et plus cycliques, de par leurs composantes financières et industrie. Donc ça, c'est le 1er risque. À plus court terme, il y a peut-être un risque, sur la publication des, résultats du 2e trimestre, puisqu'on va rentrer dans cette période-là, qui va s'étaler jusqu'à la première semaine d'août à peu près. Et donc, je vois mal à ce stade les sociétés se présenter auprès des investisseurs et nous dire
tout va super bien, l'année va super bien se dérouler et je suis méga confiant pour 2025. Parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde un peu incertain. On a ces tarifs douaniers dont on ne connaît pas l'impact réel encore. On a le dollar qui a baissé. On a le pétrole qui fait quand même pas mal de yo-yo. Et puis, on a la géopolitique qui n'est pas totalement stabilisée non plus, le conflit en Moyen-Orient. Et puis cette guerre en Ukraine qui ne veut pas se terminer. Donc on a ce genre d'aléa qui peut nous amener à un discours, je ne dis pas que les résultats vont être mauvais, hein, mais qui peut nous amener à un discours assez conservateur de la part des entreprises qui n'auront pas envie d'être particulièrement optimistes sur l'année 2025 de peur de décevoir. Hein, parce que la règle d'or en bourse, c'est que on donne une perspective pour 2025 qui est plutôt conservatrice et on la bat systématiquement. Et à chaque fois qu'on bat ce qu'on dit, ce qu'on donne comme indication au marché, bah, le marché, il apprécie et on est dans un phénomène de revalorisation. Si on fait le contraire, si on donne des objectifs qui sont trop élevés au marché et qu'on ne les atteint pas, eh bien, on déçoit et le marché, il n'aime pas être déçu. Et en plus, il a la mémoire assez longue sur ces sujets-là et donc, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est un risque à entrevoir à court terme. Après, on est quand même assez protégé par les valorisations sur ce segment-là, donc je ne vois pas de risque catastrophique, hein, mais les marchés sont très volatiles. Hein. À l'annonce du Liberation Day, je vous rappelle que les marchés ont perdu presque 15% en 2 jours. Hein. Donc c'est violent. Hein. 15%, ça veut dire qu'il y a des titres qui perdent 30 ou 40%. Bon, J'entends. après, on a tout repris, évidemment. Hein. On a tout repris. Alors, je montre de nouveau la fiche valeur pour deux raisons. La première, effectivement, pour indiquer que dans les caractéristiques ici, on voit éligibilité au PEA, oui, donc il est bien éligible au PEA. Par ailleurs, en fait, vous avez plusieurs manières de le trouver, en fait, ce fonds. Donc, soit vous mettez dans le moteur de recherche, donc ici, donc la dénomination du fonds, donc échiquier SMID Blend Euro. Donc ça, c'est la première possibilité éventuellement de le trouver. La deuxième possibilité de le trouver, c'est tout simplement d'aller dans Investir, OPCVM. Et dans OPCVM, vous avez cette possibilité d'aller dans Recherche. Et dans Recherche, vous avez différentes vous avez rubriques, dont la rubrique en fait Société de gestion. Et en mettant donc la financière de l'échiquier, vous avez cette possibilité voilà, de retrouver l'ensemble des fonds d'investissement de la financière de l'échiquier. Et on voit justement donc, ce fonds gère Nelly en page 2. Voilà, donc ça, dans sa part C et dans sa part D. Voilà, donc ce sont les deux possibilités pour vous. Une question autour d'Indra Nelly qui te dit c'est bon, c'est bien une société espagnole. Donc, et on te demande, elle fait quoi dans la défense, de l'informatique et des télécoms militaires? Est-ce que c'est ça? Non, non, elle fait aussi, c'est un intégrateur de grands programmes comme l'Eurofighter ou le FCAS, par exemple. Elle est très active aussi dans la cybersécurité et dans les satellites également. Et puis, elle est en train de monter une division parce qu'elle a racheté une autre société espagnole qui s'appelle TES et elle est en train de monter une division pour fabriquer des tanks en Espagne, des tanks espagnols. Donc elle est assez diversifiée dans son exposition. On est sur des gros programmes, militaires, mais on est aussi dans du software, on est aussi dans la cyber, on est aussi dans l'espace. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un bon maillage, sur les différents sous-segments du secteur de la défense. Christian qui te demande, l'Espagne ne veut pas trop dépenser sur la défense, il me semble, en pourcentage du PIB. C'est un problème par Oui, rapport, par exemple, à Indra. non. Alors oui et non. Vous avez raison, Christian. L'Espagne a dit qu'elle ne dépasserait pas les 3 mais l'Espagne n'aura pas le choix, elle fera comme tout le monde. Premièrement, après ça sera peut-être un peu décalé dans le temps. L'Espagne dit qu'elle n'a pas les moyens de le faire, mais bon, ce sont un peu des postures, hein. L'Espagne est devenue très vertueuse, hein, beaucoup plus que la France, hein, dans sa gestion de son budget. Heu, Après, il n'y a qu'un gros acteur, en Espagne de la défense, c'est Indra. Donc même si c'est 3 ça suffira et en plus, Indra n'a pas, que des vocations, ces tanks, ils ne les vendront pas, à l'armée espagnole, hein. Indra a vocation à vendre, ses produits, en Europe et peut-être ailleurs d'ailleurs si elle en a l'occasion. Donc non, c'est pas du tout un frein.
Entendu. Merci énormément Nelly, merci énormément Pierre, merci pour justement vos éclairages respectifs. On va s'arrêter là pour cette session. J'espère que tout ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, merci énormément. Merci à vous participants. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine session du point marché avec la financière de l'échiquier. Encore un grand, grand, grand merci. Merci à vous. Et à tous, je vous souhaite de très, très bonnes vacances, éventuellement, si jamais vous les prenez d'ici là. Au revoir. Au revoir et bonnes vacances.